Chapitre 10. Rire ou pleurer. Fil de trame, fil de chaîne, tisser les mots et la vie. Plusieurs époques, plusieurs espaces s'entrecroisent dans mon histoire. Mon histoire, petit morceau de songe donné d'année en année par tous ceux que je croise. Partage de rire, partage de pleurs dans le grand mouvement du temps qui passe. Fil de trame, fil de chaîne, tisser les mots de mon histoire. Les mots de l'histoire ancienne, les mots de l'histoire d'aujourd'hui. Lorsque les mots se croisent, l'histoire grandit. Elle plonge ses racines dans l'eau saumâtre de ma mémoire. À l'abri, tout au fond de ma conscience, ma mémoire n'est pas un marigot aux eaux paresseuses. Elle est fichée au beau milieu du balancement d'une mer tapageuse. Dans l'eau saumâtre de mes songes, des mots palpitent, des mots crépitent. Comme les palétuviers d'une mangrove, mes mots se hissent sur leurs échasses. Ils cherchent le mouvement de la vie. Mes mots sur leurs talons hauts respirent l'air, la terre et l'eau. Mangrove enivrante de mes regrets et de mes rêves. Ce que l'on est aujourd'hui nous vient des tissages d'hier. Les fils de l'histoire d'hier, les fils de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. J'ai soulevé le voile du temple. Des vies de mots avancent, des vies de mots serpentent. Entre les mots et les objets du monde s'établissent des connivences. Un long chemin de larmes comme des perles. Perles d'hier et perles d'aujourd'hui. Les femmes indigo parlent, les femmes indigo disent, les femmes indigo crient. Les fils de l'histoire d'hier et les fils de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Au jour de l'exil, la Martinique enfin. Le fort fleur les pétonne, sa sirène résonne dans le port de Fort-de-France. Arrivée tonitruante, quel bonheur, quelle excitation! Quelquefois la vie en marche nous devance. Tante Milouse et oncle Fernand nous espèrent depuis longtemps. Nous voilà fraîchement débarqués de France. Bonjour, bonjour, quelle nouvelle, joyeux moment des retrouvailles. La berline file vers le bercail. Moment des retrouvailles de deux sœurs surtout. Deux sœurs qui parlent chuchuchu de leurs petites affaires au fond d'une voiture. Il est question de fiançailles. Les fiançailles de la fille de mai. Les fils de l'histoire ancienne, les fils de l'histoire d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Mulhouse et Mai s'aiment d'un amour étrange. Quelquefois, il y a de l'eau dans le gaz. D'autres fois, c'est comme un sirop épais qui les emmêle l'une à l'autre. Leurs retrouvailles n'ont lieu que pour les grands événements, déménagement, mariage ou enterrement. Au jour des grandes peines, au jour des grandes joies, il faut absolument qu'elles se voient, qu'elles se parlent et qu'elles partagent leurs sentiments. Il est donc question de fiançailles. Je comprends les retours providentiels à la maison à cause des manifs et des corps de police. Des fiançailles s'annonçaient pour la demoiselle. Elle était ailleurs, dans une idylle de sucre et de vanille. Des fiançailles que la maman suivait de près. Mais ne s'appliquait pas seulement aux variations de la couleur des poussins ou aux floraisons spectaculaires des phalaenopsis. Elle s'occupait aussi de tracer pour sa fille des chemins et à rêver pour elle des rêves. Mais avait construit pour sa fille les lignes d'une très belle histoire. Ils se sont connus à 14 ans et se sont promis de s'aimer pour la vie. Tout ce que Mai n'avait pas pu obtenir pour elle-même, elle le vivait à travers son enfant. Fil de trame, fil de chaîne, les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Lorsque la fille de Mai était arrivée dans sa nouvelle famille, elle n'était assurément pas pour tous la bienvenue. Ni la mère d'Alcide, une sainte femme, ni ses grandes sœurs, des religieuses qui avaient consacré leur vie aux voies du Seigneur, ne comprenaient les raisons qui avaient poussé le couple à jeter son dévolu sur une enfant qui avait déjà un père, une mère, des sœurs et des frères, et qu'aucun malheur ne menaçait. D'ailleurs, afin que Mai et Alcide puissent adopter la fillette, les parents de celle-ci avaient dû signer un acte d'abandon en bonne et due forme, la loi considérant
que personne ne peut faire partie de deux familles à la fois. Pour les parents, cette affaire-là ne donnerait rien de bon. L'enfant avait 10 ans. 10 ans, c'est l'âge où la raison permet de prendre conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. À 10 ans, on est capable d'opérer des choix, de dire ses goûts et ses sentiments. Sans aucun doute, la fillette avait déjà vécu une vie. Elle avait partagé avec les siens des expériences, des joies et des peines aussi. Qu'était advenu tout ce pan d'existence dans le cœur de la fille de mai? Tout oublié? Tout effacé? Ça aurait été un joli tour de passe-passe, assurément. Un fameux tour de prestidigitation. Peut-être qu'au fond de sa conscience, la fille de mai rejouait-elle en silence chacune des notes de sa partition, en espérant qu'un jour, elle pourrait jouer toute sa musique. Comme l'ouverture d'un opéra est le moment que l'on garde souvent en mémoire, les premiers moments de la vie ne s'oublient pas facilement. Même quand on a changé les plans, ce sont les piliers sur lesquels se construit tout l'édifice. Mais ni May ni sa nouvelle enfant n'évoquaient jamais cette époque. May ne se consacrait qu'à la création d'un univers dont elle était le centre. Pour s'instaurer une nouvelle maman, il avait fallu que la première lui cède un peu de place. May n'était pas une femme à se contenter de peu. En demandant à son enfant de l'appeler maman, on ne peut douter qu'elle se substituait carrément à la première maman. Ce remplacement était-il possible? Ce que l'on constate souvent, c'est que tous les enfants adoptés cherchent à un moment ou à un autre à retrouver leur première famille. Et ce n'est qu'après avoir fait la paix avec eux-mêmes, mis chaque famille à sa place, qu'ils peuvent continuer sereinement leur vie. La fille de May avait-elle fait la paix avec elle-même? Un événement vint troubler le rêve de May. Elle ne s'attendait pas à ce que les dés soient relancés et que la partie se joue pour elle avec de sérieuses modifications. Quelques années après l'arrivée de leur enfant, Alcide avait tiré sa révérence, laissant à son épouse le soin de poursuivre seule l'œuvre qu'ils avaient tous les deux initiée. Pendant la maladie de son mari, il est vrai que May n'avait pas été disponible pour sa fille, ce qui pouvait aisément se comprendre. Elle l'avait laissé au bon soin de Manléonie, sa mère, et de Manfani, sa grand-mère, pendant les longs séjours qu'elle passait à Villejuif pour tenter d'arracher celui qu'elle aimait furieusement aux griffes de la terrible maladie qui le dévorait lentement. Toutefois, malgré les efforts, les prières et les sacrifices consentis, le mal avait eu le dernier mot. La mort d'Alcide laissa May dans le plus grand des désarrois. Après toute une année d'errance, au plus profond du désespoir, la veuve avait tout de même repris ses esprits. Elle avait alors pris ses clics et ses claques et quitté le Carbet qu'elle ne pouvait plus supporter. Partir vers une vie nouvelle en emmenant dans ses bagages tous ceux qui lui étaient chers. Je fis partie du grand voyage. J'avais 2 ans et je ne comprenais pas à cette époque que je ne vivrais plus au Carbet avec mes parents. Je ne devais le réaliser qu'avec le temps. Et la disparition des miens me causa les pires tourments. Comment peut-on disparaître ainsi sans aucune explication? C'est dès ce moment que la peur devient pour moi une compagne fidèle. Et j'avais besoin, comme la statue qui trônait à l'entrée de notre nouvelle cité, de terrasser mon dragon. Dans notre maison de Saint-Georges, May, Manléonie, sa fille et moi devions construire le plus heureux des destins. Malheureusement, la disponibilité de May n'était pas toujours au rendez-vous pour tous les siens. Mon âge tendre occupait certes ses pensées et son temps, les pensées et le temps d'une femme qui n'avait jamais pu par elle-même produire aucune descendance. Une petite de 2 ans dont on doit assurer tous les soins, mais ne pouvait pas résister. Mais elle semblait néanmoins
pousser la vie comme un loup boulet. Peut-être était-ce dès cette époque que la fille adoptive de May avait commencé à nourrir à mon encontre une rancœur au fond d'elle-même. Cependant, elle garde le silence, attendant que son heure arrive, puisque dès cette époque, elle était fermement convaincue qu'en même temps que le patronyme de May, une sorte de supériorité sur le reste du monde lui avait été donnée en héritage. Elle détenait, par un heureux hasard, un petit sésame qui faisait d'elle la seule fille de May. Et ce document, elle comptait bien le brandir au moment opportun. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Un papier officiel lui garantissait de solides avantages. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Un jour, elle sortirait son billet gagnant et exigerait son lot. Pour preuve que la fille de May pensait avoir un statut plus favorable que le mien, ce jour où par mes brigandages, je l'avais contrariée, elle m'avait sorti sans sourciller tout son héritage. De toutes les manières, moi je porte le nom de May, toi non. Pour elle, l'affaire était réglée. N'importe qui aurait condamné ses propos. Mais May était restée muette. Il aurait pourtant fallu qu'elle fasse un peu la police et qu'elle joue pleinement son rôle de maman. Personne, en la voyant agir, ne pouvait déjà à cette époque douter que ces deux enfants comptaient pour elle l'une autant que l'autre et qu'aucun papier ne répartissait leur importance dans son cœur. Mais May était pourtant restée muette. Rosita, ma première maman, en pareille affaire, aurait été très claire. Dans une bataille entre ses enfants, elle aurait attrapé les belligérants par le collet et leur aurait infligé une magistrale leçon, la signification de l'expression frère et sœur. S'il est vrai que dans toutes les fratries, des disputes naissent, voire même quelques rivalités, le rôle de l'éducation est d'apprendre à tous l'art de vivre ensemble. Mais May, en cette circonstance, était restée muette. Mais avait l'habitude de perdre la parole devant certains problèmes que lui posait la vie. Elle était restée muette lorsque Léonie avait voulu évoquer avec elle le lourd fardeau que représentait pour elle sa naissance, malgré le fait qu'elle l'aimait. Elle était restée muette lorsque sa belle-mère ourdissait des stratagèmes pour atteindre sa dignité loin des yeux du monde. Elle était restée muette lorsqu'Alcide avait traîné son nom dans la boue avec ses infidélités et ses saouleries. Lorsque la réalité était trop difficile à supporter, mais s'appliquait à l'effacer. Elle préférait la fuite. Tous les colosses ont leur pied d'argile. Devant les événements dérangeants, mais préférait faire semblant de ne rien voir. Elle préférait transformer le monde en une jolie légende plutôt que de le regarder en face. Et pour éloigner les regards de sa blessure, elle montrait quelquefois les dents, mais déployait une énergie farouche à métamorphoser les brûlures de son histoire. Elle ensevelissait sa maman sous des montagnes de soins et d'amour. Les manigances de sa belle-mère, elle les rendait transparentes. Il n'est guère qu'à moi qu'elle osait confier ce qu'elle avait subi pendant les années qu'elle avait passées chez son père. Quant aux trahisons de son mari, elle leur avait substitué une version d'idylle parfaite. Le silence de May acheva de persuader sa fille qu'elle était la seule à mériter d'être adoptée, et elle s'employa à démontrer que je ne l'étais pas. Ce fut l'histoire qu'elle forgea jour après jour, ce fut la plante qu'elle arrosa et nourrit au fil des années, et qui finit par devenir l'arbre immense aux racines indestructibles et au feuillage abondant qui assombrit encore ma vie aujourd'hui. Quelles étaient ses motivations? De fille d'ouvrier, ce qui n'avait assurément en soi rien d'enflammant, la jeune demoiselle était devenue la fille d'un couple qu'elle pensait fort bien nanti. C'était un moyen pour elle de devenir quelqu'un. Ce fut son obsession. Tout partage
étant vécue comme une atteinte à sa personne. Jamais on ne prit le temps de lui expliquer la différence entre ce qu'on a et ce qu'on est. Et pour bien montrer qu'elle ne faisait pas partie du commun des mortels, qu'elle appartenait bel et bien à une élite, il lui arrivait de raconter à qui voulait l'entendre qu'au Carbet, sa maman avait à son service une kyrielle de domestiques, une servante, une cuisinière, un jardinier et un chauffeur. La vérité sur tout ce personnel était bien moins reluisante. Mais qui aimait à me raconter son passé m'avait confié que comme tous les enseignants de cette époque, elle avait pour l'aider à tenir sa maison une carbétienne du nom d'Augusta avec laquelle elle entretenait des liens d'amitié. Quant au prétendu chauffeur, c'était un autre carbétien auquel elle demandait quelquefois de la conduire à Fort-de-France afin de lui éviter la longue route de la Trace ou celle du littoral. Il fallait du temps pour s'habituer à sa voiture, une panharde flambant neuve qui suscitait l'admiration des carbétiens. Pour les grandes occasions, Noël, le jour de l'an ou Pâques, mais demandait à une indienne qui cuisinait à merveille de lui concocter les plats qu'elle désirait servir à ses amis. La fille de Mai avait dans son imagination donné à sa maman un train de vie de châtelaine digne des séries que l'on distille pendant les fêtes de fin d'année. La demoiselle avait décidément la folie des grandeurs. Avait-elle honte des revenus modestes de ses premiers parents? Une amie m'a raconté qu'un jour qu'elle était en visite chez nous, à Saint-Georges, elle n'avait pas voulu reconnaître que la personne qui lavait la vaisselle dans la cuisine était sa mère. C'est la servante, avait-elle dit et redit avec froideur. Seulement la servante. L'amie, qui connaissait un peu l'histoire de notre famille et que ses yeux ne trompaient pas, pensait avoir la berlue. Elle était toute retournée de constater avec quel aplomb la fille de Mai avait renié sa première maman. C'est qu'il lui restait assurément, à ce moment-là, un long chemin à faire pour réconcilier les deux parties d'elle-même, celle qui appartenait à sa première famille et celle qu'elle devait à Mai. En restant muette, Mai avait permis que s'embrase pour elle, pour sa fille et pour moi, la roue d'un sombre destin. Dès ce moment, l'enfant qu'elle avait adopté ne pensa qu'à la façon dont elle pourrait me pousser hors du nid. Ce n'est qu'au soir de sa vie que Mai m'a appris qu'elle avait voulu m'adopter moi aussi, mais que sa fille avait opposé un non catégorique et avait tout fait pour que cette idée ne lui revienne jamais. Au soir de sa vie, Mai me confia que pour elle, l'image d'un enfant rebelle qui agissait avec méchanceté n'avait aucun fondement réel. Elle me voyait telle que j'étais, une personne qu'il aimait profondément et sans arrière-pensée. C'est avec le temps que les intentions de sa fille lui étaient clairement apparues, mais son grand âge ne lui permettait pas de faire autrement que de continuer le chemin comme elle l'avait commencé. Vivant chez sa fille, elle avait les pieds et les poings liés. Un jour, les vraies intentions de la fille de Mai lui apparurent clairement. C'était un jour où la demoiselle était dans sa première famille à l'occasion d'une petite fête. Il fut question de prendre des photos. Lorsque Mai s'était rapprochée du groupe pour figurer sur la photo, sa fille s'y était opposée. Seulement ma famille. Ce jour-là, le cœur de Mai se brisa net. Elle disparut dans les toilettes pour pleurer et se confia à sa sœur Mulhouse. Elle réalisait que le rêve d'une famille qu'elle avait construit n'était qu'une arlequinade. Mais avait largement eu le temps de comprendre l'origine de la froideur de sa fille adoptive. Moi, de mon côté, j'avais grandi et réalisé que l'essentiel n'est pas dans ce qui se voit, et j'avais fait le point sur ce qui m'appartenait dans chacune de mes deux familles. Pouvais-je reprocher à Mai d'avoir misé sur le mauvais cheval? La vie, parfois, nous devance et réalise pour nous un destin que nous n'avions pas
imaginer. Cela nous avait pris, à Mai et à moi, toute une vie pour le comprendre. À la mort de Mai, sa fille rédigea une fable où elle racontait que sa maman n'avait eu qu'une fille. J'avais pour elle disparu de la circulation. Aucune trace de moi, aucune trace de mon nom dans les avis d'obsèques, aucune trace de moi dans le récit de la vie de Mai. Ou plutôt, j'étais un petit parent pauvre dont Mai avait aidé la famille en me prenant chez elle. Tous les parents et amis qui avaient assisté au discours d'enterrement étaient estomaqués. Ma marraine, elle, qui est aussi la nièce de Mai, en fut toute retournée et elle s'appliqua non seulement à me consoler de la perte de ma maman, mais à m'assurer que je faisais partie de sa famille, la famille de Mai. Ce que la fille adoptive oubliait, c'est que pendant les mois qui avaient précédé la mort de notre maman, elle et moi avions échangé bien des conversations. Je l'avais entourée et rassurée, lui démontrant que la mort n'était rien et que selon nos croyances, à toutes les deux, nous allions nous revoir. Nous chantions une chanson pleine d'espoir, dont Mai, dans les derniers moments, ne pouvait chanter que le dernier couplet en pleurant. Quelques jours avant son décès, elle avait laissé tomber ces mots qui, sur le coup, m'avaient paru sibyllins. C'est quand je serai morte que tu vas te rendre compte que je t'aimais. Aujourd'hui, je le comprends pleinement. Revenons toutefois à cette époque où Mai s'appliquait à remettre sa vie en mouvement après la perte de son mari. Loin du Cambé, notre adaptation ne se fit pas sans difficulté. Outre les soins qu'elle me prodiguait, Mai se contenta d'accomplir son devoir, se rendre chaque jour à son travail, nourrir et soigner les siens, et elle passait le plus clair de son temps parmi ses souvenirs. Seule chef d'une famille de 4 âmes, elle poussait les jours devant elle comme un loup boulet. Sa nouvelle vie tenait désespérément à garder l'empreinte de l'ancienne. C'est ainsi qu'Alcide, mort, avait été plus vivant qu'aucun des vivants de notre maison de Saint-Georges. Cependant, un sourire vint à Mai lorsqu'elle changea de croyance. On lui promit le paradis où elle pourrait revoir son mari. Quelle chance! Ce fut dès lors sa seule raison de vivre. On délaissa le cimetière et l'entretien de la tombe d'Alcide pour des endroits où les chants et les prières étaient des promesses de jours meilleurs. Même si les rires de Mai avaient continué à s'étrangler dans des sanglots et que les couleurs dont elle s'habillait étaient ternes, elle regardait de nouveau l'avenir en face. Aussi avions-nous droit à des plaisirs simples. Nous allions, par exemple, camper pendant les vacances sur les plages de Gourézin ou de la Pointe-Marin, en compagnie d'amis qui partageaient les croyances de Mai. Et cela me ravissait. Quelques mois après notre retour en Martinique, les fiançailles de la fille de Mai furent pleinement fêtées. Et pour sa mère, rien n'avait été plus important que le dîner de ce jour prestigieux. Toute une cérémonie, la bague cachée dans un énorme bouquet de fleurs que des mains innocentes avaient présenté à la fiancée, la surprise de celle-ci, non moins énorme, en découvrant le solitaire de plus de 4 mm, taille réglementaire pour un diamant de fiançailles, selon le petit livre des bonnes manières qu'elle savait par cœur. Avec ce bijou au doigt, la fille adoptive de Mai se sentait bien plus fiancée que toutes les autres fiancées. Une grande vie s'offrant à elle. Pour exprimer son contentement, lors du petit tour qu'on se doit de faire pour qu'on admire le brillant, la fille de Mai émettait des petits gloussements de bonheur. Et le fiancé, fier comme Artaban, se rengorgeait dans son costume 3 pièces.
mais elle était aux anges. Tonnerre d'applaudissements. Moi, loin du tremblement de la fête des fiançailles, j'avais retrouvé très vite mes coins secrets. Notre maison de Saint-Georges était plantée entre deux univers. D'un côté, une forêt de bois, thibaume, de poiriers, d'arbres à chacha et de jujubiers nous plongeait au beau milieu de la campagne, et de l'autre, l'asphalte d'une grande route nous menait vers la frénésie de Fort-de-France. Je préférais de loin le calme de la campagne à la fureur de la ville. Avant l'exil parisien, je faisais volontiers de petites incursions dans le bois. Certains chez le Chirois y laissaient leurs bœufs, d'autres les carcasses de leurs vieilles automobiles. Et cela me faisait un terrain de jeu providentiel entre l'odeur des bousses de vache et celle de la graisse des voitures abandonnées. Chaque après-midi, j'y faisais volontiers un petit tour. En période de carême, les gousses sèches des arbres à chacha bruissent dans le vent. J'aimais à me reposer sous leur ombre. J'étais assuré d'y trouver la paix et la tranquillité. Cependant, depuis notre retour, mon petit royaume était en plein bouleversement. La construction de la cité aux anames ne m'avait laissé qu'une infime partie de mon domaine, un tout petit bout de forêt et un morceau de rivière. Un petit bout de forêt auquel je ne savais néanmoins renoncer. C'est que je venais de découvrir un trésor, une vraie mine d'or, une armoire en fer que l'on avait installée dans l'un des cabinets de toilette. Sur ces étagères, les ouvrages d'Alcide, le mari de Mai, avaient patiemment collecté. Je ne sais pour quelle raison l'armoire à livres avait été reléguée dans l'obscurité d'un cabinet de toilette. Ce que je sais, c'est que j'y avais trouvé ce que j'avais toujours cherché, un moyen d'échapper à la réalité lorsque celle-ci se faisait trop prégnante. J'avais trouvé dans cette armoire des titres très alléchants pour une jeune fille au sortir de l'enfance. L'amant de Lady Chatterley, les hauts de Hurlevent, les liaisons dangereuses, philosophie dans le boudoir ou encore petites histoires des reines de France. En ce temps de grands bouleversements, loin de l'effervescence des fiançailles, au milieu du bois aux arbres à chacha, j'avais fait un sort au livre de l'armoire en fer. Je ne savais pas encore que j'étais entré en littérature par les portes de l'enfer et que ma vie allait de ce fait prendre un tournant inattendu. Pendant toutes les vacances scolaires, le grand charroi des livres d'Alcide avait occupé mon temps et mes pensées. Je ne savais pas encore que ces livres m'étaient interdits. L'amant de Lady Chatterley, les liaisons dangereuses, les hurlevents, des livres interdits sur les rayons d'une bibliothèque au beau milieu de notre maison. Je ne pouvais pas l'imaginer. La naïveté de mon enfance ne pouvait pas comprendre les contradictions du monde des adultes. Pourquoi garder chez soi des livres qu'on ne doit pas lire? Moi, je n'avais soif que de lecture et je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Les vacances s'étaient donc passées à lire, plus que cela. Les vacances s'étaient passées à dévorer les livres. Et elles s'étaient terminées avec l'arrivée de la nouvelle année scolaire. J'entrais en 6e, dans le collège où Mai était professeur. Fil de tram, fil de chaîne, les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Le collège de Mai, je le connaissais pour y avoir eu quelques heures hors du commun à l'approche de la fin des grandes vacances, lorsque les élèves désertent les salles de classe et qu'ils fuient vers d'autres univers. Cela se passait toujours ainsi à l'approche du mois de juillet, lorsque les flamboyants en fleurs parsèment le sol et forment d'immenses tapis rouges. Les collégiens s'évadaient de leur prison et moi, j'étais accueilli comme une reine dans l'établissement quasi désert. Le royaume de Mai était fort étonnant. Au fond d'une salle de classe, dans de grandes armoires, Mai serrait toute la biologie et une bonne partie de la physique et de la chimie. Organiser, classer les choses et les êtres vivants
était sa passion. Des armoires pleines de bouteilles, de bocaux et de boîtes. Dans chaque récipient, on trouvait des végétaux, des minéraux et des animaux aussi. J'avais découvert avec horreur un grand mille-pattes qui macérait dans du formol. Et on avait stoppé net la folie de jolis papillons jaunes avec quelques épingles. Mais il n'avait pas manqué de me montrer, avec un plaisir certain, les différences entre les coléoptères, les diptères et les hyménoptères. Dans son royaume, les insectes avaient les noms de famille somptueux. On n'était pas une simple mouche ou un insignifiant moustique. On n'était pas non plus une coccinelle qui porte chance ou une araignée qui tisse de délicates toiles. Une fois traités dans un bain spécial, les insectes étaient classés et soigneusement étiquetés. Dans le royaume de Mé, c'est seulement après la mort qu'on accède au paradis. C'est alors qu'on avait le privilège de faire partie d'une élite très célèbre, l'aristocratie des insectes. Dans une armoire, Mé avait placé un squelette dont elle pouvait nommer sans aucune hésitation chacun des os. Entre phalanges et phalangette, elle organisait le monde selon son inspiration. De temps en temps, néanmoins, certains spécimens essayaient de faire les intéressants. Un insecte se sentait une âme de feuilles de bois, un autre avait des velléités de branches d'arbres. Ce qu'il ne savait pas, ces malheureux, c'est qu'il est impossible d'échapper aux classifications de Mé. Une fois répertorié, le monde est prié de rester à sa place, la place que Mé lui a choisie. L'œil vif et les doigts agiles, elle stoppait net les comédies de tous les sujets de son royaume qui essayaient de changer de catégorie. Elle les inscrivait dans la bonne généalogie, celle qu'elle avait pour eux choisie. Fil de trame, fil de chaîne, les fils d'hier et les fils d'aujourd'hui se croisent entre enfer et paradis. Pour exercer ses grands pouvoirs, mais avait aussi les éléments chimiques. C'est elle qui contrôlait les changements d'état de la matière. Solide, liquide ou gaz était par sa seule volonté métamorphosée. Elle liquéfiait, solidifiait ou vaporisait avec une aisance remarquable. Lors d'une visite dans le royaume de Mé, j'étais tombée stupéfaite devant le tableau des éléments chimiques. La famille des gaz rares avait tout particulièrement retenu mon attention. Néon, argon, krypton, xénon, radon valsaient dans mon esprit avec élégance. Quand Mé passait en revue ces sujets, des noms savoureux sortaient de sa bouche. Hydroxyde de carbone, iode bisublimé, oxalate d'ammonium et bleu de méthylène. Les labiales, les fricatives et les spirantes explosaient et s'écrasaient ou glissaient dans la bouche de Mé. Et ses lèvres s'élargissaient ou rétrécissaient au fil des mots prononcés. Vif argent, eau de chou, éthanol pur. Elle prononçait les mots avec maîtrise et application. À bien réfléchir, je suis sûre que Mé devait connaître la formule secrète qui permet de transformer le plomb en or fin. Le professeur en son laboratoire était une artiste, une alchimiste qui avait tout pouvoir sur le monde. C'était Faust au féminin. C'est à la rentrée des classes que j'ai compris que Mé allait être mon professeur principal. Assurément, elle ne serait plus seulement ma maman, mais celle qui me montrerait tous les secrets de Dame Nature, l'anatomie et la vie des plantes, celle des animaux et celle des êtres humains. Elle m'apprendrait aussi des rudiments de chimie. Je ne me trompais pas. Rien ne se crée, rien ne se perd. Mais c'était mise en devoir d'être aussi mon professeur à la maison. Pour elle, nos aliments servaient à des exercices pratiques. Elle aimait décortiquer pour nous chaque chose, toute une cuisine dans nos assiettes.
entre les circonvolutions des cervelles d'agneau et les 14 os des coups des poules, nous ne pouvions échapper à son grand savoir. Mais était professeur à table, au jardin, à la plage, son métier occupait sa vie entière. Et nous étions sommés d'apprendre en tout lieu et en toutes circonstances la biologie, la physique et la chimie. Une fois dans la classe de mai, j'avais dû trouver ma place. Ni tout à fait son enfant, ni tout à fait son élève. Et je n'avais plus aucun intérêt, comme autrefois, à attirer son attention. Dès lors, aucun schéma du rein ou du cœur n'était plus précis que les miens. Mes leçons étaient sues sur le bout de mes doigts, mais était implacable pour tout ce qu'on lui restituait de manière approximative. « Vous mentez !» avait-elle crié à l'un de mes camarades en le fixant avec de tout petits yeux de faucon, lorsqu'il s'était trompé en situant les parties du cerveau. L'hystérie de mai avait aussitôt fait à l'enfant une tête à l'envers. Quelle affaire! On était passé d'une simple erreur à un péché mortel. Bafouillé en récitant une des leçons que May avait pris soin de réaliser était pour elle une sorte de remise en question de sa propre existence. Personne n'assistait donc à ces cours sans un fond d'inquiétude. Le professeur ne réclamait pas moins que la perfection. Mes années collège furent donc un long voyage en compagnie des cris de mai. J'étais en 3e lorsqu'on a commencé à parler du futur mariage de la fille adoptive de May. Après le long temps des fiançailles, ça repartait pour un tour. Mais était l'effervescence même. Tante Mulhouse était à ses côtés à la mort de son mari. Pour le mariage de sa fille adoptive, elle était là aussi. Mais était un grand témoin. Comment ne pas faire à l'expertise de sa chère sœur? En matière d'épousailles, tante Mulhouse avait bel et bien de quoi dire et faire. Quelques années auparavant, elle avait elle-même uni son enfant en grande pompe à un monsieur qui compte dans la vie martiniquaise. Et en cette occasion-là, on avait parlé de langage des anges. On s'était plongé dans un univers de douceur. Moment de bonheur parfait pour les deux sœurs. Des catalogues de foufou débordaient de la chambre de tante Mulhouse jusque dans son salon. On s'était activé pour le choix des tissus et des modèles. On passait des heures aux essayages et on courait les meilleurs magasins pour y déposer les listes de cadeaux. Et le trousseau était une réelle affaire d'État. Sa constitution est une étape très importante de l'art de marier les filles dans les familles de la petite bourgeoisie fouillalaise. Tante Mulhouse était passée maîtresse dans l'art de constituer les trousseaux. Elle prenait le temps de dénicher les plus belles pièces, promesses de vie longue, heureuse et magnifique. Une fois le trésor réuni, après le repas dominical, les deux sœurs contemplaient le contenu des deux malles en osier qui le contenaient. C'était sublime. Tout au fond d'une première malle, on avait placé la vaisselle, des assiettes en porcelaine blanche bordées de filets d'or, des soupières, des saucières assorties, des grands plats et des petits plats de la même porcelaine délicate, des couverts en argent finement ciselés, avec des petites étoiles gravées sur leurs manches, des plateaux et des bols, des ronds de serviettes, se libérer de leur enveloppe de papier brun. Ce n'était pas une vaisselle à 3 francs 6 sous que l'on dépendait vitement pressé chez un Syrien ou un Italien. Et puis, dans une deuxième malle, était rangé le linge de maison, parfumé au vétiver,
que l'on dépliait chaque fois avec les mêmes précautions. Des dizaines de draps de pur fil aux couleurs pastel, des roses, des verts, des bleus, des jaunes, des draps brodés de jours vénitiens, de points de tige et autres fantaisies. Une ribambelle de tasses et de bols bien calés entre les draps, une théière ou une cafetière, des sucriers élégants avec leurs anses sur les côtés. Après les draps, on dépliait enfin les chemises de nuit, des habits pour la nuit plus affriolants les uns que les autres, avec des décolletés grands comme des golfs et des volants et autres foufous. De délicieuses petites affaires de soie munies d'interminables boutons de nacre dans le dos pour la désespérance du mari, ou fermées seulement par un lacet de soie pour l'impatience de l'épouser. À force de béatitude, le grand jour était finalement arrivé. Rien n'avait manqué à la noce, ni les petits anges roses, ni les cœurs entrelacés, ni les rubans de soie tressés. Et les demoiselles d'honneur en robe d'organdi et de tulle parsemée de magnifiques fleurs blanches et roses, les demoiselles d'honneur aux mains gantées de fines dentelles, qui tenaient une cascade de marguerites et de lys dans leurs mains, ni les cavaliers, des petits chabins beaux comme des dieux, images vivantes de la future descendance, ni les énormes pièces montées qu'on s'était offertes ce jour-là. La noce de la fille de tante Mulhouse avait été un moment de communion et de joie pour notre famille et le grand nombre des invités. Bien entendu, mais voulut pour sa fille une noce pareille. Tout devait y être identique, les sourires, les connivences et les alliances. La vie est un éternel recommencement. Les années filent, les rituels demeurent. Les rituels demeurent, pas sûr. Le mariage de la fille de Mai n'eut en fin de compte ni l'air du mariage de la fille de Mulhouse, ni ses couleurs. Sur la robe de la mariée, Mai avait préféré des violettes. Des violettes gagnées à prix d'or chez une modiste de Fort-de-France. Chaque pièce était unique, mais ne renonçait à rien pour faire à sa fille le plus beau des mariages du monde. Elle était en cette matière dithyrambique. La seule fausse note, selon elle, c'était le marié dont le costume en désaccord avec la robe de sa mariée lui semblait un blasphème. Il arborait un costume dont personne ne comprenait la couleur marron. Il eût fallu un joli blanc ou un habit comme les violettes, mais ne tarissait pas. Ordinairement, pour signifier l'union parfaite, on reprend pour le marié les couleurs de la robe de la mariée. Rien de la sorte ne fut choisi. C'était la première résistance qui était opposée à Mai. Elle fit mine d'accepter l'appareillage puisqu'elle ne voulait pas renoncer à ses violettes. Il faut dire, puisque j'avais assisté aux interminables discussions qu'en cherchant la perfection, Mai avait changé tellement de fois les modèles et les têtes qu'on n'avait pu obtenir au final aucune harmonie. De fleurs orangées sur lesquelles on s'était accordé et qui allaient parfaitement avec le costume du marié, on avait brusquement opté pour les violettes. Mais on avait un jour décidé ainsi et avait imposé à tous et à toutes sa volonté. Le marié, lui, qui s'était déjà procuré son costume, ne s'alarmait pas de détonner gravement aux côtés des violettes. Qu'à cela ne tienne. Ce qu'il fallait à tout prix, c'était que le mariage ait lieu. L'homme en avait un si vif désir que, selon ce que disait tante Mulhouse, il se serait pointé à la noce en slip, pourvu qu'elle ait lieu. La dame était
espiègle, la dame était espiègle, et elle riait sous cap, puisqu'elle ne portait pas le beau-fils de sa sœur dans son cœur. Elle l'appelait le Benêt. Les invités, eux aussi, étaient restés tout étonnés en découvrant le cortège. Les demoiselles d'honneur n'étaient pas non plus hautes en couleur. Leurs longs gants de dentelle noire et leurs robes de soie beige achevaient d'éteindre toute la lumière sur la noce. On voyait bien un petit voile de regret dans les yeux de la fille de mai. Toutefois, comme à son habitude, elle ne dit rien à sa mère. Aucune contestation, pas un son. Et elle fit même bonne figure devant les commères qui avaient poussé l'indiscrétion jusqu'à lui poser des questions. Elle ne faisait rien comme les gens qui préfèrent pour le mariage les couleurs criardes et les colifichets. C'est que la fille adoptive de Mai pensait avoir accédé au plus haut grade de l'aristocratie en portant le patronyme de Mai. Mais elle était très satisfaite. Le mariage de sa fille lui ressemblait en tout point. Moi, je constatais du haut de mes 15 ans que les couleurs du mariage étaient celles que Mai portait depuis la perte d'Alcide, son mari. Cela allait du parme jusqu'au violet. Quelquefois même, Mai était tout de noir vêtu. C'était toute baignée des larmes versées pour Alcide que Mai envisageait son avenir. Des funérailles aux épousailles, elle n'avait donc fait aucune distinction. Je gage que sa fille comprenait les raisons des choix de sa maman. Oh, mais elle n'avait osé aucune réflexion. Tout comme l'homme auquel elle s'était unie, le plus important était d'obtenir le sésame qu'offrent les épousailles. Dès lors, un grand boulevard se déployait devant eux. Le couple était désormais le centre des préoccupations de Mai, et ils avaient des projets plein la tête. Si la fille de Mai n'avait rien dit, c'est qu'elle cultivait le mutisme. Le mutisme, une forme absolue de silence qui laissait à penser, non pas qu'elle n'avait rien à dire, mais qu'elle voulait répandre un certain mystère autour de sa personne. Se taire était pour elle une seconde nature. Toutefois, en lieu et place des paroles, la fille de Mai avait ses napperons. Plus de napperons qu'il n'en fallait pour la maison de sa maman et la sienne. Ses longs doigts agiles crochetaient des brides et des demi-brides pour toutes sortes de napperons. Napperons à motifs, à ananas et napperons à motifs à palmier. Elle crochetait le jour, elle crochetait la nuit, tout comme l'araignée dans l'ombre tisse sa toile avec conscience. Selon le petit livre des bonnes manières qu'elle étudiait, il n'était pas bon pour une jeune fille de bonne famille de trop parler. Quant au Nampon, elle avait lu aussi qu'il était recommandé que les jeunes filles en fassent. Le mari voyait d'un très bon œil que sa femme ne parle pas démesurément. Du temps qu'il était soupirant, il voyait dans la parole rare et l'économie des gestes de sa dulcinée la preuve de sa grande noblesse. Il appelait Néfertiti dans son cœur. Au fil du temps, Néfertiti avait acquis une sérieuse qualification pour ce qui est de la dissimulation. Qui ne pouvait-elle pas être? Comme une araignée, la fille de Mai tissait en silence sa toile, le grand destin qu'elle voulait pour les siens, et sa récente émancipation lui procurait, et la récente émancipation que lui procurait son alliance était le premier pas sur le chemin qu'elle entendait tracer. Après la noce, aux couleurs tristes, il y eut aussi les pleurs que l'on verse
aux funérailles, mais mena à nouveau grand deuil. Et notre maison était aussi en désarroi. Les bouteilles de champagne vides, les vestiges des pièces montées gisaient sur les tables, navrées du spectacle qu'elle offrait au monde. Tout un régiment de mouches et de moucherons s'occupait de tout cela avec acharnement. Les chaises prêtées pour l'occasion étaient restées longtemps sur les terrasses et les décorations que l'on avait laissées en place avaient perdu peu à peu tout leur clinquant. Les gros nœuds de satin accrochés aux poutres des vérandas avaient dégouliné tristement. La noce avait fini comme finissaient tous les éclats de rire de mai. Elle avait éclaté bruyamment, puis elle s'était étranglée dans de longs sanglots. Pour elle, épousailles ou enterrement semblaient ne pas avoir de différence. Que pleurait ma deuxième maman? La séparation avec sa fille ou la perte de son mari? Tout était mêlé, fondu et confondu. La vie reprit néanmoins son cours après quelque temps, puisque le couple était au centre des préoccupations de mai. D'abord, il lui fallut accompagner son enfant les premiers jours du mariage. La lune de miel se fit en sa compagnie. On lui fit en détail le récit de la nuit de noces, mais ne décollait pas. Moi, je grandissais comme je pouvais.